monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres pour une nouvelle session d'échange sur les questions de sport. Bienvenue à Sport Club, à vous tous qui nous suivez depuis les quartiers. Sport Club de ce vendredi 19 mars 2021 avec ce soir au menu le football et la boxe. Le football d'abord avec échauffement dans la tanière, les Lions et les Lions indomptables qui se préparent pour des échéances futures éliminatoires des Jeux Olympiques pour les dames, mais également chez les messieurs, 5e et 6e journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Le sélectionneur Antonio Oliveira Conceição devra faire sans la Légion française dans ces deux rendez-vous. Les Lions indomptables, en ce qui les concerne, devront affronter le Chili en dernier match éliminatoire des Jeux Olympiques 2020, je dirais 2021. Les Camerounaises qui sont attendues en Turquie le mois prochain face à la sélection chilienne. La boxe camerounaise à la recherche d'un site pour abriter ses activités. Le camp de l'unité a été repris par son propriétaire naturel, disons-le ainsi. L'armée a donc repris son espace pour d'autres activités. Et voilà là les sujets de discussion ce soir sur la table avec deux personnes ressources pour éclairer notre lanterne. D'abord, Sando Lomtiti, que l'on ne présente plus. Bonsoir Sando. Bonsoir Edith. Merci d'être avec nous ce soir. J'espère que vous êtes en forme. Merci de m'avoir convoqué. Vous savez, en sport, on n'invite pas les athlètes, on les convoque. Donc merci d'avoir été convoqué. Merci d'être là. Et tout à côté de moi, un invité pas du tout ordinaire. On n'a pas l'habitude de l'avoir avec nous. Il est d'abord chirurgien cancérologue, mais également directeur des affaires académiques à la faculté de médecine de Yaoundé-Nkolandom. Mais on l'invite ici en tant que grand sportif, pluridisciplinaire, footballeur, mais également ancien boxeur amateur. Lui, c'est le professeur Pierre-René Bignon. Bonsoir. Bonsoir Edith. J'ai le plaisir de vous avoir avec nous, boxeur amateur, aujourd'hui président de l'association camerounaise des boxeurs professionnels, boxe amateur, boxe professionnelle. C'est quand même deux univers différents. Deux univers très différents et qui se caractérisent par, d'un côté, par ceux qui boxent par amour, et de l'autre côté, ceux qui font de la boxe leur métier. En tout cas, aujourd'hui, c'est pour parler du camp de l'unité et de la situation des boxeurs camerounais à la recherche d'un abri. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Tout de suite, la pause actu. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement à travers les contacts rapprochés. Évitons la surcharge dans tous les moyens de locomotion publics et privés. Respectez les barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Football en ouverture de cette édition avec les Lions indomptables du Cameroun qui affrontent le Chili dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques. Dernière chance pour les Camerounaises battues ici à Yaoundé lors des qualifications zone Afrique par la Zambie et qui devra donc aller chercher le ticket qualificatif sur le sol turc et ce sera une double confrontation avec l'équipe nationale du Chili. Le sélectionneur de l'équipe nationale des Lions indomptables de football a convoqué pour l'occasion 25 joueuses pour le stage préparatoire à cette double confrontation qualificative pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ce sera un match contre le Chili qui va se disputer les 8 et 12 avril prochains. Une rencontre qui va se disputer en nocturne. En attendant, le stage s'ouvre ici à Yaoundé. Les joueuses, 25 au total,
devront donc travailler d'arrache-pied pour pouvoir taper à l'œil du sélectionneur et pourquoi pas ravir un ticket pour rallier la Turquie. Alors, première question déjà, comment justifier la présence dans cette liste de la majorité des joueuses évoluant au sein du championnat local? Je vais commencer par vous, Sandro Mtiti. Il faut dire que au Cameroun, ça joue un peu par rapport à plusieurs pays occidentaux. Je parle du football féminin. Donc, aux États-Unis, ça s'est arrêté depuis plusieurs mois et dans d'autres pays également en Europe. Donc, c'est ça qui pourrait justifier prioritairement que l'entraîneur ait choisi de travailler avec les Camerounaises évoluant sur le sol national. Bon, maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent être évoqués pour s'interroger par rapport à la méthode de travail mise sur pied. Oui, l'entraîneur fait courir les joueuses au niveau du Mont Fébé pour pouvoir se mettre en jambe. Oui, l'entraîneur a organisé des matchs amicaux, le stage et autres. Mais est-ce quels sont les adversaires de cette équipe nationale? C'est là le premier élément d'interrogation. Le Nigeria est non partant, mais quand vous essayez de voir les adversaires du Nigeria pendant ce temps, on se demande si le Cameroun a tiré véritablement les leçons de notre défaite à partir d'ici. Autre situation, oui, on a convoqué les Camerounaises évoluant sur le sol national, mais il y a eu quand même des lignes sautées. C'est-à-dire, vous avez des joueuses qu'on n'a pas vues dans les catégories intermédiaires, mais qui subitement se retrouvent en équipe première. Là, ça suscite de l'interrogation. Maintenant, les Jeux Olympiques, est-ce que le Cameroun est conscient de ce que si cette équipe nationale ne se qualifie pas, nous n'aurons pas une discipline, comment je peux dire ça? Sport collectif. Un sport collectif à Tokyo. Parce que ni la Fédération camerounaise de football, ni le ministère des Sports et de l'Éducation physique, encore moins le Comité national olympique et sportif, aucune des institutions n'a véritablement pris des dispositions pour permettre à nos compatriotes de se mettre dans de bonnes conditions. Et si on se rend compte quand même que c'est l'équipe nationale du Cameroun de football féminin est classée 3e sur le plan continental, avec une visibilité réelle, on s'interroge comment on n'a pas pu de manière normale, négocier les matchs amicaux avec d'autres pays pour mettre nos compatriotes en jambes. Et pour terminer, nous savons depuis que nous allons jouer en Turquie, pourquoi ne pas déplacer donc les joueuses et les mettre en stage dans les conditions les plus indiquées? Les Camerounaises, ce n'est pas une information que je donne ici, ne sont pas habituées à jouer en nocturne. Nous allons jouer en nocturne, nous allons jouer en terrain dit neutre, face à une équipe qui se prépare. Peut-être aussi, on va mettre les joueuses durant ce stage dans des conditions de jeu en nocturne. Ah oui, Edith, ça va se jouer à combien de temps? Puisque nous, ici, nous n'allons pas... comment je peux dire ça? Il suffit de créer des conditions parfois. Oui, mais ces conditions, ça se prépare à l'avance. Nous avons vu, je peux faire cette rapide virgule, en 2002, Tonnerre de Yaoundé, ici à Yaoundé, a gagné la JSK Kabylie, mais nous avons perdu en Algérie 3-0 parce que les Algériens étaient informés de ce que notre championnat ne se joue pas en nocturne. Nos joueurs ont passé le temps à mettre les mains comme ça pour regarder les lampadaires et ils étaient émerveillés. Donc ces conditions ne peuvent pas être créées en 1 ou 2 semaines. Ce sont des conditions qui s'inscrivent dans la durée et nous ne l'avons pas fait. En tout cas, on reviendra à vous tout à l'heure, Sando. Je vais passer la parole au professeur Pierre-Aimé Bignon. Une rencontre comme celle-là, dernière chance pour les deux équipes, il faut le dire, et avec un Cameroun qui va quand même jouer sur terrain neutre. Est-ce que ce match n'a pas n'a pas véritablement tout son enjeu au plan psychologique pour qu'on le prépare suffisamment bien? Je crois que le match a son enjeu sur le plan psychologique, mais il ne faut pas également oublier que nous avons des jeunes athlètes, des jeunes footballeurs, des jeunes filles qui sont terriblement engagées. Ce que Sando venait de dire tout à l'heure, j'accepte, je suis d'accord, mais il oublie une chose, nous sommes dans 2 mondes différents. D'un côté, nous avons affaire à des enfants qu'on a recrutés et qui voient leur chance, qui voient leur avenir
briller un peu à distance, il faut saisir l'opportunité. Ces enfants, sur le plan psychologique, seront plus forts que ceux qu'ils rencontreront, pour moi. Il est vrai qu'il fallait mettre des conditions encore plus importantes pour qu'ils aient au moins les conditions ambientales, qu'ils essayent de sortir du pays au moins pour aller s'habituer au climat surtout, parce que c'est ça surtout qui influence. Les autres conditions, je dirais, pour les Camerounais, on ne devrait pas avoir peur. Là, c'est mon point de vue. Et Sando a soulevé quelque chose de très important tout à l'heure, c'est le contexte sanitaire voudrait que les gens ne partent pas. Je voulais y arriver, je suis d'accord. Je voulais y arriver. Je voulais aussi m'appesantir sur le fait que nos athlètes s'entraînant ici profitent des conditions sanitaires qui leur sont propres et les fait sortir pour ne serait-ce que mener des entraînements ou bien les préparer à une éventuelle, on les expose plus. Vous voyez, plus on est, en tant que médecin, je dirais, plus on est un peu isolé, mieux on se tient dans son climat, son microclimat, le microcosmos qu'on se forme. Mais plus vous sortez, quand vous vous éloignez, autant vous éloignez et autant vous êtes exposé. Je crois que l'entraîneur a bien choisi. D'abord, faire le nécessaire, le maximum ici, et avoir l'opportunité, c'est-à-dire limiter les dégâts dans le temps, en cas de sortie. Moi, je crois que nous vivons une période très particulière, surtout avec la pandémie Covid-19. Il faut éviter les mouvements, trouver une situation d'entraînement qui soit idéale pour les Camerounaises et sortir tout simplement pour mener la bataille et puis se recroqueviller. Alors pour vous, Sando Lomtiti, jouer en nocturne a toujours été un problème pour les Camerounais ou les Camerounaises. Alors, quelles dispositions pouvait-on prendre pour préparer ce genre de rencontre? Déjà, je voudrais, à la suite du professeur, ajouter que si les Camerounaises qui ont été retenues par l'entraîneur pour le stage étaient à 90% celles qui devaient prendre part au match, je justifierais la présence de l'équipe du Cameroun au Cameroun en ce moment. Mais si tant est qu'on a pris des joueuses ici et qu'à l'arrivée, on va se retrouver 5 ou 6 et que les autres, on va les prendre comme ça, comme des mercenaires pour venir renforcer leur sélection nationale, je dis, professeur, on n'est pas sorti de l'auberge. Il ne suffit pas de dire que je suis Camerounais ou Camerounaise pour remporter un match. Les autres se préparent dans des conditions optimales. Et on a vu comment le Chili a commencé sa préparation depuis un certain temps. De production de performance, professeur. C'est un cri de cœur. Je suis sûr que chez vous à la maison, du 8 au 12 avril, votre cœur battra fort pour vos compatriotes. Et c'est la même chose pour moi. Mais j'interpelle tout simplement les premiers bénéficiaires de la performance sportive, que sont la Fédération camerounaise de football, le Comité national olympique et sportif et le ministère des Sports, qui devraient, dans le cadre du management, être proactifs pour pouvoir mettre tout ce qui est convenu afin de produire un résultat que tous les Camerounais attendent. Maintenant, Edith, on ne va pas inventer le fil à couper du beurre. On ne va pas dire que comme on va jouer, on va forcément commencer à s'entraîner en nocturne pour être dans ces conditions-là, puisque les conditions, je le dis, on s'y habitue progressivement. Les matchs de football féminin ne se jouent pas en nocturne ici chez nous. Donc ce n'est pas parce qu'on aura fait 2 séances d'entraînement en nocturne que forcément ou subitement on aura des habitudes. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de blessures. Tout ce que je souhaite, c'est que le Cameroun puisse avoir la meilleure performance possible face au Chili pour qu'enfin notre pays soit encore représenté. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui, le football féminin est entré dans les annales du football africain, football féminin camerounais. C'est-à-dire, nous sommes inscrits, vous avez vu 2005, 2015 au Canada et autres. C'est-à-dire, nous sommes un pays qui produit du plaisir. Il faudrait tout simplement que les conditions et les moyens soient donnés pour que ça se passe très bien. Oui, moi je crois que ça a été une génération, vous parlez d'une génération. Je ne crois pas que notre football a préparé la succession de la génération.
J'interviens là-dessus. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point parce que vraiment, ça a été une génération qui est en train de faire certaines choses, mais je ne crois pas que nous produisons continuellement des grands footballeurs sur le plan footballistique féminin. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, on risque ne pas être seulement à la hauteur pour beaucoup de raisons. Pas seulement en raison du jeu nocturne, c'est tout simplement parce que les anciens, on n'a pas suffisamment. Je ne sais pas si beaucoup d'anciens feront partir de les. Voilà. C'est surtout pour ça. Je veux m'intéresser également au temps de préparation qu'on aura eu par rapport à cette confrontation. Ouais. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars et on est censé jouer le premier match le 8 avril. Est-ce que c'est suffisant pendant 3 semaines, je crois, pour pouvoir avoir la performance qu'on recherche? Ce n'est pas un problème pour un bon athlète, en tant qu'athlète. Ça dépend de comment les entraînements sont dosés. Ce n'est pas un problème. La durée ne joue vraiment pas un problème, mais c'est plutôt le dosage des entraînements et comment l'entraîneur s'est pris pour préparer, pour porter les joueuses On le dit parce qu'en réalité, c'est une équipe qui est en train de se préparer ici et certainement qu'il y aura d'autres filles qu'on va intégrer à l'approche de ces 2 échéances. Bon, je crois que celles qu'on va intégrer à l'approche des échéances auront plutôt des difficultés d'adaptation avec l'équipe qui déjà fait un blanc. Je peux accepter. Mais d'un côté, nous avons des professionnels, n'oubliez pas, qui ne demandent pas trop de temps aussi pour s'adapter. Moi, je crois que les choses ne se font pas comme ça parce qu'on veut aller perdre. Non, nous avons affaire à des professionnels qu'on retrouvera là-bas et qui sûrement auront du temps, très peu de temps pour s'adapter, mais pourront le faire. C'est l'inverse qui pourrait être très difficile. C'est-à-dire s'apitoyer beaucoup plus ou bien former beaucoup plus, regarder beaucoup plus ceux qui sont de l'autre côté pour après ajouter ceux qui viennent du Cameroun. Ce serait plus difficile. Moi, je crois que l'entraîneur a opté pour une stratégie qui est fonction des moyens qu'il dispose. Professeur, vous parlez des moyens. Je pense on a souvent crié en route pour les JO et apparemment un budget conséquent a été sollicité pour préparer les athlètes camerounais. Les Jeux Olympiques devaient se tenir l'année dernière. Malheureusement, à cause de la pandémie, ils ont été renvoyés. Croisons les doigts que ça se passe cette année. Maintenant, les athlètes ne se sont pas préparés dans les conditions idoines. Ne nous trompons pas, parce qu'il s'agit ici de notre pays. On peut parler de notre pays, du pays des autres, comme on veut, avec légèreté, mais il s'agit du nôtre. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise que, les moyens n'ont pas été mis. Vous avez bien fait, professeur, de souligner tout à l'heure le fait qu'il n'y a pas eu un passage de témoins véritablement dans cette sélection. Donc, avant, les joueuses pouvaient se retrouver à 1 semaine de la compétition. Il y avait déjà des repères, il y avait déjà les bornes sur lesquelles les unes et les autres devraient travailler. Tel n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on s'est mal préparé pour une compétition qui devrait apporter encore un zeste de visibilité sur notre mouvement sportif. Vu sous cet angle, Sando, quelles peuvent être les chances du Cameroun par rapport au Chili? Comme journaliste, elles sont maigres. Comme citoyen, je souhaite qu'elles soient à 100%. Parce que, comme Camerounais, mon cœur bat pour mon pays et je souhaiterais que l'hymne du Cameroun soit chanté aux Jeux Olympiques lors de la finale de football féminin. Mais maintenant, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, il me revient d'attirer l'attention des uns des autres pour dire nous ne nous sommes pas vraiment bien préparés. Il y a lieu de ne pas attendre beaucoup de choses. Parce qu'il ne suffit pas de clamer qu'on est Camerounais, de dire que je suis dans le pays de Roger Mila, de Oman Biyik ou de Joseph-Antoine Bell pour que la performance tombe. La performance se prépare, la performance se construit. On n'a pas construit la performance ou bien la préparation, la participation des Camerounaises à cette double confrontation. Donc soyons indulgents vis-à-vis de nos compatriotes au cas où le résultat attendu n'est pas celui qui sera produit. Je suppose que c'est également l'avis du professeur. C'est également mon avis, mais je reviendrai sur les moyens mis en jeu. Parce que vous avez parlé des moyens qui sûrement ne sont pas
assez pour mener l'équipe dans divers horizons, et puis les porter plus haut dans l'encadrement. Mais moi, je répète que les moyens actuellement dans notre pays, et que ce soit partout ailleurs, les moyens font défaut à toute équipe. Ça, je peux parier ce que je dis. Parce que lorsqu'on a une pandémie comme celle qui sévit actuellement, on ne puise pas seulement dans un seul panier, hein. On puise partout ailleurs. Ça fait qu'on réduit de part et d'autre. Donc les moyens, autant nous avons des difficultés pour les moyens, autant les autres aussi en ont. C'est pas parce qu'ils peuvent miroiter, faire semblant que ça va très bien chez eux. Ça, c'est mon point de vue. Et je suis convaincu de ce que je dis. Bon, voilà, je crois, à partant de ce pied, je crois que nos Lions feront ce qu'elles pourront, ce que le Camerounais a toujours fait lorsqu'on n'attend pas. C'est un ancien sportif qui parle. C'est un ancien sportif qui parle. Voilà, donc on va refermer cette première partie réservée à la pause actu. On prend une petite pause et on revient pour un autre sujet. Et nous voici sur le deuxième sujet du jour. Nous sommes toujours en football et il s'agit bien de la Champions League européenne, les coupes européennes interclubs. Mais nous prenons la plus prestigieuse pour dire tout simplement que le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu ce jour et que les 8 équipes encore en lice sont déjà fixées sur leurs adversaires. De beaux duels en perspective. Le Real de Madrid va affronter Liverpool. Le Bayern Munich croise le fer avec le Paris Saint-Germain. Manchester City va en découdre avec le Borussia Dortmund, tandis que le FC Porto, lui, va affronter Chelsea. 4 rencontres avec une cartographie qui est n'est pas du tout surprenante. Les clubs anglais et les clubs allemands font toujours la course en tête. Sando Lomtiti. Je commence par un match de revanche. Paris Saint-Germain contre Bayern. Paris devra cravacher pour pouvoir passer ce cap et montrer que son atteinte de la finale de la dernière fois n'était pas la conséquence de la pandémie qui avait limité un certain nombre de choses. Mais à bien regarder, nous nous rendons justement compte que Bayern également est sur une lancée positive. Ce serait très surprenant, mais le football réserve quand même des surprises. Ce sera surprenant que Paris Saint-Germain vienne à bout du Bayern Munich. Du Bayern de Munich. Donc ça, c'est pour la première confrontation. Pour les autres, je dis, il n'y aura pas de surprise pour Chelsea. Chelsea est bien positionné pour pouvoir produire un résultat à la dimension de la performance de son nouvel entraîneur qui était avec le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il est arrivé, ils n'ont pas connu de défaite. Maintenant, c'est une compétition où les meilleurs, c'est le tamis qui reste là. Et vous voyez la détermination à gauche et à droite. Liverpool, est-ce que Liverpool ne se rend pas compte que c'est la dernière carte qu'ils ont pour cette saison? L'ancien champion d'Angleterre qui n'a pas brillé cette saison véritablement. Est-ce qu'ils ne vont pas donner tout ce qu'ils ont dans les tripes pour pouvoir rester avec le moral d'ailleurs que je connais de leur entraîneur qui a un moral haut avec un bon discours dans le vestiaire? Je pense qu'il faudra attendre de ce côté-là. Je vois 3 clubs anglais, 2 clubs allemands, un club français et puis un club portugais. Il faut quand même dire qu'il y a une nette domination du football anglais dans ce genre de compétition. Cela peut être dû à quoi, votre lecture, docteur, professeur? Je crois que le football anglais dominera toujours et va continuer à dominer parce qu'ils savent faire la relève des vieux joueurs. Ils savent préparer les jeunes qui arrivent. Ils savent également... je dirais flatter les athlètes chez eux. Ils savent vraiment bercer les grands joueurs.
contrairement à beaucoup d'autres, surtout le football allemand, qui déjà est également à une montée, comme le Bayern, je sais, mais qui ne donne pas trop satisfaction à ses joueurs sur le plan financier. Ça aussi, c'est une motivation qui compte, surtout pour la jeunesse, les jeunes footballeurs actuels qui voient toujours le gros chèque. Je reviendrai, moi, je voulais plutôt intervenir sur ce qu'a dit Sando, parlant du duel Porto-Chelsea. Je ne vois pas Chelsea en train de passer devant Porto. Vous avez vu le match que Porto a livré contre, je crois, la Juventus, quelque chose comme ça. Porto-Juventus. Si vous avez observé attentivement, Porto a un football qui va ascendant. C'est-à-dire, le départ, vous avez l'impression qu'ils sont acculés. Mais vraiment, le football Porto est très ascendant. Et puis, Chelsea ne sait pas jouer dans la contre-attaque. Porto joue beaucoup sur les contre-attaques. Il suffit que vous vous sauvez de l'autre côté de votre barrière du demi-camp, dès qu'il lance la balle, et c'est parti. Moi, je crois que ce match sera très difficile. Le match le plus difficile, c'est Chelsea-Porto. C'est Chelsea-Porto. Quant à Paris-Bayern, je ne crois pas que Paris pourra faire... Il y a quand même un Camerounais qui nous représente là-bas. Je sais, mais c'est vrai. Mais il faut avouer que le football, surtout Bayern, est en ascendance. Bayern est en ascendance sur ces derniers... Alors, on a quand même le club le plus capé qui est encore là face à une autre équipe qui a montré beaucoup de bonnes choses ces dernières années, Real Madrid-Liverpool. Real Madrid-Liverpool, c'est un match difficile, ce serait très difficile, parce que les deux équipes s'équivalent, selon moi. Il y a une équipe qui a une défense très forte, Liverpool, tandis que le Real Madrid a un milieu de terrain impeccable. Donc, c'est très difficile à juger. C'est très difficile à évaluer, mais je crois que Liverpool pourra faire le dessus, surtout parce que Liverpool, jusqu'à la dernière minute, ne démord jamais. Never work alone, Liverpool. Never work alone. Alors, c'est quand même un champion que l'on va également retrouver. C'est au moins 14 coupes de trophées de Champions League qui seront mises en jeu. C'est également l'occasion de déplorer le fait que ça pourra se jouer, ou ça va même se jouer, sans spectateurs. Oui, mais l'UEFA et la FIFA, pour compenser l'absence des spectateurs, ont mis quand même des mécanismes techniques pour pouvoir créer une ambiance qui nous permet, nous, téléspectateurs, de ne pas nous rendre compte de l'autre côté. Et le professeur parlait à l'entame de ce programme de la volonté des politiques de protéger les êtres humains et tout par rapport à la pandémie. Ouais. S'il faudrait que les matchs se jouent dans un stade totalement vide, mais de l'autre côté, qu'on ait les producteurs de plaisir en bonne santé, je suis partant à 1000%. Donc, moi, je ne veux pas m'occuper des spectateurs au stade, je m'occupe de la santé de ceux qui vont jouer et de leurs encadreurs. Puisque les dispositions sont prises, ok, je dis, d'accord. Eux-mêmes commencent à s'y habituer en se disant que vraiment, on vient produire le spectacle qui sera rediffusé ou bien qui sera retransmis. L'essentiel pour nous, c'est que nous soyons en santé, nous et nos familles, parce que si un est contaminé, la chaîne est suffisamment grande pour pouvoir donner des répercussions sur l'ensemble des populations qu'on ne maîtrise plus en ce moment-là. Donc, je souhaite tout simplement que le spectacle reste beau. Quant au spectateur, le professeur a parlé tout à l'heure du FC Porto qui peut être la surprise de cette phase des quarts de finale, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver Porto en demi-finale face à Chelsea dans ce match des quarts de finale, une équipe de Porto qui peut surprendre. À votre avis, hormis Porto, il y a Dortmund également ou encore Paris Saint-Germain? Non, pour Paris Saint-Germain, le compte, peut-être je peux être violent dans les mots, mais son compte est réglé. Pour Porto, comme dit le professeur... Personne n'est entraîneur, hein? On observe sur la base des statistiques. Nous ne faisons que des lectures du commun des mortels. Oui, des performances de ces derniers mois. La chance que les footballeurs ont, c'est que le football, ce n'est pas le volley. Le football, ce n'est pas le basket. Au basket, au volley, quand on est au-dessus de vous, on est au-dessus de vous. Bon, maintenant, en football, on peut être la meilleure équipe. Vous avez une possession de balle de 85%.
Celle qui a 15% de possession vient vous gagner. Et puis, il suffira qu'on marque un but, qu'on ferme sa défense et qu'on commence à procéder par les contre-attaques. On laisse une bougie de l'autre côté pour produire l'effet. Donc, je dis, ce sera un peu difficile pour certains. Mais pour Paris Saint-Germain, quand on regarde ce qui est en face, il y a lieu de s'interroger par rapport à la performance. Je parlais de Liverpool. Liverpool, pour moi, a de fortes chances face au Real. Parce que quand vous essayez de regarder, ce n'est pas ça, ce n'est pas le bling-bling habituel. Le Real de Madrid repose sur un joueur ou deux. C'est-à-dire en attaque, vous avez Benzema. S'il n'est pas de beau jour, ça veut dire qu'on est plombé. Ce n'est pas le Real où il y avait Benzema, Cristiano Ronaldo et d'autres étincelles qui pouvaient... Oui, mais c'est de regarder le championnat espagnol pour voir la performance. Et quand le professeur s'interrogeait répondait sur la performance au niveau du championnat anglais. Le championnat espagnol repose sur 3 ou 4 équipes. C'est vrai. Or, le championnat anglais, même la dernière équipe... Il est vraiment 10 équipes. C'est vrai. Donc, même la dernière équipe peut produire un événement, un effet. Donc, à ce niveau-là, quand vous ne parvenez pas à être étincelant dans un championnat à 4 équipes en Espagne, on y a lieu de s'interroger sur la suite. Donc, une phase des quarts de finale de Champions League qui peut avoir ses surprises, qui sera fort intéressante d'après vous. Oui, c'est une compétition suffisamment intéressante avec le côté marketing, le côté communication de l'UEFA, parce que l'UEFA a fait de cette compétition l'un des événements majeurs du sport. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent. Et le professeur a bien fait de souligner que le côté financier est un élément de motivation. Et quand vous regardez ce qu'on gagne en championnat, lorsqu'on est champion d'Angleterre, ou ce qu'on gagne quand on est à la Champions League, c'est gros. Donc les équipes anglaises ont la volonté, ont la détermination d'aller le plus loin possible pour être sur les podiums des deux côtés. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en attendant les rencontres qui sont également prévues le mois prochain. Ces rencontres des quarts de finale aller, retour également au mois d'avril en attendant la suite de la compétition pour avoir le champion définitif de la Champions League édition 2021. Madame, Monsieur, on va arrêter aujourd'hui pour ce qui est de la pause actu. On se retrouve dans quelques instants. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Venons-en à ce qui concerne un sujet important pour nous. Il s'agit bien de la boxe camerounaise qui, depuis quelque temps déjà, s'est vue dépossédée de son camp de l'unité, un lieu qui abritait et les compétitions et les activités des boxeurs camerounais. Et depuis un certain temps, eh bien, l'armée camerounaise, qui en est le vrai propriétaire, a récupéré ses locaux pour d'autres activités et conséquence immédiate, les boxeurs ne savent plus quel chemin prendre, où aller mener leurs activités ou encore où aller s'entraîner. Et la situation est donc sur les bouches de tout un chacun et on se demande bien quel peut être le patrimoine des fédérations sportives civiles nationales. Et heureusement pour nous, et pour nous parler de la situation difficile des boxeurs camerounais, nous avons avec nous le président de l'association camerounaise de boxe amateur, on ne le présente plus, le professeur Pierre-René Bignon, qui est la boxe professionnelle, autant pour moi, le Pierre-René Bignon, qui est donc avec nous pour nous parler un peu de ce qu'on peut ressentir par rapport à cette situation. Je vous donne immédiatement la parole. Merci Edith, merci. C'est un triste sort, je dirais. Je commencerai par cette
ce mot qui fait mal, parce que c'est triste pour les boxeurs camerounais, pour ce noble art qui a levé le drapeau camerounais partout ailleurs et qui aujourd'hui est délaissé par tous et puis abandonné, je dirais. Mais quelque part, ce qui nous arrive pouvait être prévisible. Tout simplement parce que nos aînés n'ont pas su faire de la boxe un sport qui pouvait attendre également ou bien préparer la succession, la relève. Le camp de l'unité est resté longtemps, il faut être honnête, nous sommes sur un plateau, il faut reconnaître parfois aussi nos propres fautes, resté longtemps, je dirais, dans l'inactivité. Le camp de l'unité n'était pas occupé comme il l'avait été à l'époque. Et quand vous parlez de la situation du camp de l'unité et pour dire qu'il n'était pas occupé comme il le fallait, on va peut-être revoir la genèse de cette histoire. Comment est-ce que le camp de l'unité est devenu propriété de la Fédération camerounaise de boxe? Je vous propose de revoir ce reportage de Armand Ambassa. Voici le mythique camp de l'unité de Yaoundé, situé en face de la paroisse Marie-Gaucaire et à quelques mètres du lieu dit Camer. Pendant plusieurs décennies, ce temple de la boxe camerounaise a dévoilé à la face du monde des icônes du noble art, à l'instar de Joseph Bessala, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 1968, Martin Dongoué-Banga, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1984, Arsène Fokou, médaillé de bronze au championnat du monde de boxe en Allemagne en 2007, sans oublier Jean-Marie Emebe, Hassan Dandjikam, Issa Hamza ou encore Wilfried Seyi. C'est donc cette parcelle de plus de 1000 mètres carrés qui sera bientôt rétrocédée au ministère de la Défense, désormais détenteur d'un titre foncier établi en 2010. Mais comment ce gymnase qui a longtemps abrité les compétitions nationales et internationales a-t-il été attribué aux boxeurs? Le camp de l'unité, je l'ai trouvé déjà bâti par mon père, feu Haïssine Sama, Jean-Baptiste. Selon son dit, je sais que dans le temps des anciens colons, il avait trouvé le camp de l'unité, un hangar. Sur cet hangar, il a donc dû interpeller beaucoup de ces anciens colons pour pouvoir la mettre à jour et puis construire les murs et faire de quoi les boxeurs pouvaient s'arranger au moment qu'ils arrivent, garder leur matériel et les sacs et de pouvoir s'assoupir quand ils finissent leur entraînement. C'était l'héritage colonial des années 45, quand les Allemands sont partis ici. Alors les Français ont construit, c'était un garage sur le plan militaire. Alors c'est un héritage qu'ils nous ont laissé dans les années 65, après avoir débarqué au niveau de l'hippodrome. On a donc trouvé cette salle à M. Haïssine Chama, qui était le premier à aménager ces locaux. Alors vraiment, quand nous arrivons, dans les années 72, on a trouvé qu'il y avait déjà bien des générations qui ont eu à passer dans cette salle. Et depuis l'annonce de sa fermeture, les boxeurs camerounais sont dans le désarroi total. Ça fait très mal, vu qu'on est habitué ici, nos aînés, nos légendes de la boxe ont donné les médailles dans ce camp. Et on connaît que ce camp ici, ça va vraiment nous déstabiliser, nous les jeunes qui venons derrière, avec nos petits frères. Aujourd'hui, il y a beaucoup de champions que ça a formés à l'étranger. Et retrouver cette salle, ça fait du mal. Parce que ça nous a formés, ça nous a éduqués, ça fait de nous ce qu'on est aujourd'hui à l'étranger. Mais retrouver cette salle comme ça, on n'a que mal, quoi. J'ai commencé la boxe en 2012. Cette salle, je suis un boxeur de Douala, mais j'ai fait mes premiers pas dans cette salle. La Coupe du Cameroun 2014, ici, en apprenant que cette salle doit être détruite. Ça me fait mal au cœur, puisque c'est ici qu'est née la boxe au Cameroun. C'est ici que nous pratiquons la boxe. C'est ici que nous venons en stage. Si aujourd'hui il n'y a plus cette salle,
comment est-ce que les boxeurs camerounais vont s'en sortir. La note administrative du ministère de la Défense qui récupère son patrimoine hérité de la période précoloniale précise par ailleurs que la FECABOX a 6 mois pour quitter les lieux. Une information relayée à la FECABOX par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est de la tristesse parce que au-delà d'une colère qui pourrait en fait s'exprimer, mais connaissant un tout petit peu les tenants, les aboutissants du dossier, c'est davantage de la tristesse que la colère qui m'anime parce que quand même ce lieu représente beaucoup d'années de travail, représente beaucoup de victoires du Cameroun, représente beaucoup de grands noms. Sur le plan nostalgique, même sur le plan sentimental, c'est la boxe camerounaise. La fermeture du camp, pour nous, est une grosse déchirure. Selon des informations puisées à bonne source, le MINSEP envisage saisir son homologue de la Défense pour que le délai de 6 mois soit rallongé et permettre aux boxeurs camerounais qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de parachever leur préparation. Cette salle que vous voyez là, malgré son état, est un porte-bonheur pour la boxe. C'est ici que j'ai eu les qualifiés des Jeux Olympiques de 2016. C'est ici que j'ai préparé les gars pour le championnat du monde où nous sommes allés avoir une médaille de bronze du côté d'Allemagne. C'est toujours dans cette même salle du camp de l'unité que nous avons préparé les gars pour aller du côté d'Australie pour le Commonwealth où nous sommes revenus avec une médaille d'argent. Ouais, bien que c'est dans cette salle que nous avons eu, que nous sommes champions d'Afrique en messieurs et dames. Ouais, bien que c'est un porte-bonheur pour nous. De manière directe, c'est au moins 60 athlètes qui vont arrêter de pratiquer la boxe dès la fermeture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'équipe nationale qui est logée au camp. Il y a les clubs, il y a même les sympathisants, il y a tous les jeunes qui s'intéressent à la boxe, qui savent que tous les après-midi, ils sont au camp pour travailler parce qu'il y a toujours un encadreur, il y a toujours un coach qui est là. C'est quand même un coup porté à cette jeunesse. Parce que le vrai problème, ce n'est pas clôturer, fermer, c'est fermer et puis après, qu'est-ce que ces jeunes-là deviennent? Qu'est-ce que ces jeunes-là sont censés faire? Où est-ce qu'on les envoie? En attendant, les anciens boxeurs du Cameroun ont choisi le ring du camp de l'unité pour exprimer leur mécontentement, ce d'autant plus que la vieille bâtisse coloniale qui croupit sous le poids de l'âge n'a jamais été viabilisée. La sortie des anciens boxeurs aujourd'hui, c'est un peu dans le sens de toucher les responsables du sport de ce pays. Parce qu'il faut dire que le camp de l'unité qui vient à être repris aujourd'hui, franchement, ce n'est même pas quelque chose à pleurnicher. Parce qu'en réalité, ça ne reflétait même pas déjà l'image de ce que la boxe devrait être dans notre pays. Donc, la sortie des anciens boxeurs aujourd'hui, c'est de tendre la main. C'est une doléance. C'est de pleurer vers les dirigeants d'une fédération qui sont à la tête d'une discipline, de faire à ce que cette discipline, franchement, soit justement reconnue. Qu'elle ait franchement un cadre qui soit franchement semblable à ce qu'elle a pu faire pour ce pays. Il y a 2 raisons. La plus évidente, c'est que nous savons que ce camp ne nous appartient pas. Donc on a essayé d'y apporter des aménagements ponctuels face à des événements ponctuels. Mais nous savions que tout ce que nous faisions était sous la menace d'une réaction du ministère de la Défense. En réalité, nous vivions en sursis parce que nous savions que cet espace ne nous appartenait plus. De gré ou de force, nous savions que nous devions partir. Au jour d'aujourd'hui, on nous oppose quelque chose d'irréfutable, un titre foncier. Face à ça, nous ne pouvons rien. Nous allons demander une doléance, surtout à notre ministre des Sports, de trouver une solution pour nous, parce que bientôt, si on ferme la salle, nous reprenons notre salle. Nous ne savons plus pour là où on veut aller, de nous trouver au moins une autre locale. En construction depuis 2011 et jamais réceptionné par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, ce gymnase, situé au quartier Mfandena à Yaoundé, fait partie de la palette des solutions envisagées par la tutelle qui souhaite en retour redonner à la boxe camerounaise ses lettres de noblesse. Seulement, la rétrocession du camp de l'unité vient une fois de plus relancer le débat sur le patrimoine réel des fédérations civiles nationales en tant que personne morale ayant pour mission d'assurer les services publics.
Un reportage qui donnerait donc beaucoup à réfléchir à ceux qui dirigent nos fédérations sportives civiles nationales et même à ceux qui encadrent le mouvement sportif camerounais. Le désarroi des boxeurs était perceptible dans leurs propos. Vous avez dit tout à l'heure, professeur Pierre-René Bignum, que c'était quelque chose de prévisible. Mais pourquoi n'avoir pas pris de disposition? Pourquoi avoir attendu que cela arrive? Merci Edith, mais ce ne sont pas des individus qui prennent des dispositions, Edith. On a une institution, il y a la FECABOX qui existe, Fédération camerounaise de boxe. Et je ne suis pas là, d'abord je veux souligner que je ne suis pas là pour contredire les propos du président Mendouga. Non, mais je voudrais dire que il a à peine déclaré que il ne voulait pas mettre toutes les conditions qu'il fallait dans le camp de l'unité parce qu'il savait que c'était, oui, parce que c'était précaire. Il savait qu'un jour il devait partir. Alors, le sachant, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Maintenant, on a bien envie de... À quoi servent véritablement les subventions allouées aux fédérations sportives, Sandro? Non, en fait, Armand Ambassa, l'auteur du papier qu'on vient de suivre, a planté le décor sur les infrastructures sportives de nos fédérations sportives civiles. Les fédérations vivent aux dépens des individus ou selon les humeurs des individus. Ça veut dire que vous êtes Fédération camerounaise de cyclisme, votre siège est logé au cabinet Claude Bernard Messi. Le jour au lendemain n'est pas là, vous commencez à tenir des réunions au ministère des Sports et de l'Éducation physique et après vous tournez, vous vous retrouvez à Anguissa par hasard. Demain, quand l'équipe actuelle qui est à la tête de la fédération ne sera pas là, le siège changera de lieu et ira ailleurs. Pour qu'on se comprenne encore, je prends le cas d'une équipe, Canon de Yaoundé, qui a un siège pimpant neuf. Vraiment un siège qui attire ce jour-ci. Mais quand vous essayez de regarder les présidents successifs de Canon, le siège de Canon Souabega était en phase de photogenèse, avec Céline Nico, c'est qu'on appelle ça, à la pharmacie de Kolundongo. Avec Célestin Bombok. Avec Célestin Bombok. Non, avant Célestin Bombok, il y a eu Vondobele, ça allait à monter en rouge. Après, avec la Nyassa Soleil, c'est venu à la nouvelle route de Kolundongo, ainsi de suite, pour se retrouver là, pour un club qui a plus de 85 ans d'existence. Ça fait pleurer. Tonnerre de Yaoundé a eu plusieurs sièges avec Sombayinga et tout. Aujourd'hui, c'est chacun qui sait. Émile Nambele Zibi, c'était à Fébé Village et tout. Donc, le club, ou le siège du club ou de la fédération dépend de la position du président ou du comité exécutif, selon que ça. Et maintenant, lorsque vous suivez des assemblées générales, on vous met la location du siège, qui parfois est même la maison du principal dirigeant, selon que le deal a été fait et tout et tout. Quelle est la prévision? Quelle est la projection? Vous avez... Mais qui doit-on accuser en ce moment-là? Il y a quand même les fédérations sportives, je veux parler d'elles, ont quand même des organes dirigeants et qui prennent des décisions. Oui, mais les organes dirigeants qui peuvent manquer de visibilité. Je vous donne un exemple naïf. La Fédération camerounaise de football a eu des sièges variants selon les humeurs et selon les positions des uns et des autres jusqu'à 2000. Jusqu'en 98, c'est en 98 qu'ils trouvent le siège au lendemain de la Coupe du Monde, le siège qu'ils ont à Tchinga actuellement. Et se rappelant, Iya Mohamed, se rappelant de ce que dans une vie antérieure, la Fédération camerounaise de football avait eu un siège à la place dite Bois Sainte-Anastasie, il a cherché un terrain non loin de là pour un retour aux sources. Il s'est construit un siège avec les retombées de la Coupe du Monde de 2010 à la suite de l'autorisation donnée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui doit être garant d'un certain nombre de choses. Donc je veux dire que les subventions qu'on donne, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, devraient être également orientées de ce côté. Quand vous essayez de regarder, je vous donne un cas, le SINAFOC, le syndicat national des footballeurs camerounais. Le siège est bâti sur le terrain appartenant à Mayebi David, de regretter mémoire.
du jour au lendemain, vous allez vous lever pour porter ce terrain. Le siège pour amener ailleurs. Ça, c'est la question. On vient de voir des travaux qui seront engagés pour ce qui est de la Fédération camerounaise de judo. Est-ce que le terrain sur lequel ce siège sera bâti, le siège, est-ce que ce terrain appartient à la Fédération camerounaise de judo ou à M. Kingé? Les questions ne sont pas posées en temps réel. Donc, je veux dire qu'il manque par moment de visibilité ou de vision, je veux dire, pour ceux qui dirigent le mouvement sportif national. Il me souvient que le colonel Njomdi Ernest, par exemple, qui avait pensé en son temps construire le siège de la Fédération camerounaise de hand à la rue Foy, là où se trouve l'école publique. Il a un titre foncier pour ça. Mais parce que les Japonais s'étaient engagés à arrêter toute coopération pour la construction des écoles, que le ministre de l'époque, le ministre de l'Éducation de l'époque, Joseph Ouna, avait arraché ce terrain de force pour permettre aux Japonais de continuer à nous accompagner. Je veux dire que la vision dépend des individus. Et le ministère des Sports, en ce moment-là, a compensé la Fédération camerounaise de hand en lui trouvant un siège juste à côté de ces locaux. Mon cher Sandro, ce qui se passe devrait arriver. Oui, professeur. Parce que je suis convaincu, je crois que nous vivons une période, disons, la fin d'un règne. C'est-à-dire le règne surtout des chefs d'organes qui géraient les disciplines sportives selon leurs humeurs. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chaque discipline sportive, on avait des gens qui ne s'intéressaient pas de la chose managériale. L'important était de venir faire le sport. Il a fait son sport, il se contente de ce qu'on lui donne, il tourne le dos et il s'en va. Il ne veut pas savoir comment ça se gère, qu'est-ce qu'il faut derrière, qu'est-ce qu'il y a. Et puis, c'était surtout des choses, un lobby, des gens qui se connaissent tous là-dedans et qui ne respectent pas les statuts. Pourtant, les statuts, quand vous allez les voir, ils sont bien construits. Hein. C'est bien stipulé, bien écrit. Mais ils ne les respectaient pas, M. Sandro. C'est ça le problème. Et puis, à la tête, on a un chef, un leader qui s'entoure des siens. Donc, il fait ce qu'il veut, sachant que les athlètes n'ont rien à y voir. Mais maintenant, cette période est en train de s'écrouler. Parce qu'actuellement, nous avons une jeunesse, je dirais, intelligente, qui sait ce qu'elle cherche, qui sait où elle va et qui sait discuter ce qui lui appartient. Voilà pourquoi vous avez vu ce soulèvement, je dirais même spontané, des anciens boxeurs. Pourquoi? Parce que dans leur sein, il y a déjà des boxeurs amateurs qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les choses changent. Et regardez qu'au même moment, c'est le même phénomène à l'Africa Box. C'est le même phénomène partout. Je dirais, l'unique sport qui échappe, peut-être c'est le volleyball. Je dirais peut-être. Peut-être. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, M. Sando. Il faut tout simplement qu'on implique il n'y a pas également un problème quand on lève les yeux pour regarder au niveau de la tutelle, qui est l'organe technique quand même de nos structures, de nos fédérations sportives. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de regarder quand même pour voir qu'il y a eu des manquements quelque part pour qu'on en arrive là? Mais qui doit regarder, Edith? Quels sont ceux qui doivent regarder? Le ministère, c'est quand même le gendarme, disons-le ainsi. En fait, professeur, il y a une préoccupation, si vous permettez, professeur. Oui. Il y a une préoccupation, c'est qu'il y a beaucoup de complicité, beaucoup de connivence dans le management du mouvement sportif national. À commencer par le ministère des Sports, passant par le Comité national olympique et sportif et en tombant dans les fédérations sportives nationales. La dernière Olympiade, la plus longue, qui fait croire à certains présidents de fédération au jour d'aujourd'hui que l'Olympiade c'est 8 ans ou c'est 9 ans, tellement ils ont duré qu'ils ont oublié que c'est 4 ans. Et l'Olympiade a pris l'élasticité tout simplement parce que les gens sont dans les connivences, que ce soit au ministère, que ce soit au comité, pour ne pas bousculer les lignes. Ce sont nos amis, il faut les laisser, ils vont nous élire, ils vont nous faciliter telle chose, telle chose. On oublie l'essentiel. Vous avez parlé de la Fédération camerounaise de volleyball. Elle n'est pas en reste, professeur. Mais elle s'en sort quand même mieux par rapport aux autres. Non, professeur, vu les trophées qu'elle apporte.
le siège reste loué. Voilà, Maintenant, plus grave, je ne veux pas parler à la place des financiers. Vous dites que vous construisez, vous faites des aménagements avec un partenaire, avec une église. Et c'est pour combien de temps? Et vous faites des levées de fonds. Est-ce que ces levées de fonds sont autorisées aux normes COBAC? Que non, professeur. Donc ça veut dire qu'il y a tromperie sur la marchandise et tout. Je ne voudrais pas entrer dans ce dossier qui semble être assez glissant. Donc je veux dire que toutes les fédérations possibles, je dis bien toutes, semblent être complaisantes. On ne s'occupe pas de l'essentiel et tout. Je vous donne un exemple, professeur. La fédération la plus riche, avec le plus grand nombre d'adhérents, c'est la fédération, c'est le ministère de l'Éducation de base ou d'enseignement secondaire. Aussi longtemps que les écoles existeront, il y aura toujours les enfants et tout. Quel est le budget de cette fédération? Pourquoi ne peut-on pas faire comme on faisait avant, le plan quinquennaux? On sait que là, dans 2 ans, les jeux vont se passer dans telle école. Puisque vous avez de l'argent, aucune banque ne peut vous refuser un crédit. On sait qu'aussi longtemps que l'État existera, aussi longtemps que l'éducation... Les enfants iront à l'école. On va prélever 500 ou 1000 francs. Donc la cagnotte sera toujours très grande. Mais à l'arrivée, on va vous sortir, professeur, un budget de 150 millions, 200 millions. On vous demande, on demande à la presse d'applaudir. Moi, c'est très bien, c'est la magnanimité de l'État. On a trouvé 150 millions et les enfants des autres s'en vont dormir à la belle étoile. Oui, parce qu'on a manqué de projection. Et ce problème concerne tout le monde. On ne peut pas être Camerounais et venir faire la fine bouche sur un dossier aussi sensible que celui-là. Le sport nous concerne tous, professeur. Et que les gens sortent de petites copineries, au copinage et tout, et qu'on se consacre à l'essentiel. Je voudrais parler de quelque chose, Sando, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'on ne prévoit pas, on n'envisage rien dans le... Avec l'établissement du titre foncier sur la parcelle depuis 2010, c'est ce que le reportage nous disait. Alors, est-ce qu'on pense que la FECABOX aurait pu bâtir quelque chose pour pouvoir se sortir de ce problème? Je crois, je ne suis pas de la FECABOX. Vous appartenez à la famille Box. C'est vrai, j'appartiens à la famille Box. Et je ne voudrais surtout pas provoquer quelqu'un. Mais je vais dire ce que je pense. Mon point de vue est que la FECABOX pouvait faire quelque chose. La FECABOX pouvait faire quelque chose, non seulement avec déjà les subventions qu'elle reçoit, mais aussi en intéressant tous les grands boxeurs qu'on vient de citer. Vous avez entendu des grands noms. Et jusqu'à l'heure actuelle, il y en a qui ont encore qui ont encore l'envie de venir, de faire quelque chose pour la boxe camerounaise. Mais je suis sûr que la FECABOX ne les a jamais interpellés. Je crois qu'on pouvait faire quelque chose. Et pour faire une chose, il faut d'abord rassembler les forces qui sont tout autour. Et puis, le plus important, expliquer à ces forces où nous voulons aller. Et je crois que ce serait facile de le faire. Mais la FECABOX, c'est, bon, je dirais, notre organe s'est contenté à gérer la chose comme si quelqu'un viendrait d'ailleurs pour lui donner les conditions de poursuivre ses activités. Actuellement, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués comme si on n'avait pas un organe. Ça, c'est triste. C'est surtout ça le problème. Je répète, on ne peut pas, je ne vais pas continuer à éviter de tomber sur ce point parce qu'il y a quand même un organe dirigeant qui devrait prendre en compte cette situation, mais qui ne l'a pas fait à temps. On a eu 6 mois. Et puis, on a demandé encore aux forces armées de nous donner encore un autre moratoire. Écoutez, moi, je ne vous donnerai pas, même si j'étais à leur place, parce qu'en 6 mois, je ne sais pas ce que vous avez fait, pour me prouver que oui, si j'ajoute 3 mois, vous aurez déjà, il y a de la volonté. Dans 3 mois, vous aurez un siège où vous pourrez facilement mener vos activités. Ça n'a pas eu lieu, Edith. Moi, je crois les anciens boxeurs se sont levés pour faire comprendre à l'organe dirigeant de la FECABOX que les choses ne peuvent pas continuer de cette manière.
Alors, vous êtes le président de l'association camerounaise de boxe professionnelle. À votre niveau, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous avez envisagé pour aider quand même la famille boxe? La famille boxe, je dirais, à notre niveau, nous avons un comité autour duquel nous agissons depuis déjà près de 3-4 ans. Parce que nous avait constaté que la boxe perdait les ailes. Et dans ce comité, nous nous sommes arrangés à contacter déjà tous les anciens boxeurs pour leur faire comprendre que la boxe professionnelle a sa place au Cameroun. Parce que la boxe professionnelle est un chemin, je dirais, parallèle à l'Africa Boxe. On ne se croise pas. Donc si d'un côté l'organe principal ne veut pas faire son boulot, on ne peut pas laisser les enfants mourir. Comme ça, les gens qui veulent se lancer dans la boxe, on ne peut pas les laisser seuls. Alors, on opte pour la boxe professionnelle. Et c'est de cette manière que nous avons continué à animer la boxe avec une jeunesse très dynamique, je vous dis. Et quelqu'un me posera la question de savoir où est le siège. Le siège existe. Nous sommes logés dans les locaux de Maître Yamté, tout juste en face, Kwatengusso, tout juste en face du supermarché. C'est là-bas que nous menons nos activités sportives, nous nous entraînons quotidiennement, et moi avec, pour vous dire que la boxe, quelque part, continue ses activités, mais en sourdine, tout simplement comme des orphelins. Des gens qui n'ont pas un organe qui pourrait les aider à avoir un siège principal. Et dans la boxe professionnelle, nous entendrons organiser les compétitions sans toutefois offenser l'organe principal, faire évoluer les boxeurs sur le cadre professionnel avec toutes les relations que nous avons à l'international. Moi, j'ai boxé pendant 18 ans en Italie, dans le club Madone de Bergame. Tout le monde me connaît là-bas. Et je ne vois pas comment un enfant qui va se débrouiller ici ne doit pas avoir l'opportunité de s'évader aussi là-bas, ou bien de combattre avec les enfants qui viennent de l'autre côté. Et ainsi, la boxe camerounaise prendra son envol. Reprendra son envol, parce que la boxe camerounaise a été une très grande boxe, un très grand sport que... Oui, oui, je comprends. Je voudrais sortir, peut-être, ce sera ma dernière prise de parole, je crois, sur ce sujet. Je ne pense pas. Ah, d'accord. Allez-y quand même. D'accord. Je voudrais très rapidement dire que autant nous fouettons les dirigeants fédéraux, autant nous devrons en même temps fouetter le ministère des Sports. J'ai demandé tout à l'heure. À engager le chantier des infrastructures sportives sans qu'on voie le bout du tunnel. Vous avez Armand Ambassa, dans son papier, a parlé du gymnase. Parlant du gymnase de l'Omnisport. De l'Omnisport. Si le budget initial était de 500 millions, et quand vous parlez d'un avenant de 400 millions, je n'ai pas fait finance, mais ça ressemble totalement à un budget camerounais. Parce qu'ailleurs, l'avenant ne peut pas être plus de 25% du budget principal, quelle que soit la tournure. Soit le dossier a été mal monté, soit ça a été une histoire de petits copains, et on se retrouve là. Vous avez l'histoire du gymnase de Fandina, vous avez le gymnase à Douala, vous avez d'autres gymnases engagés. Et ce gymnase, même s'il arrivait à être à jour, ne peut pas subvenir à tous les besoins de toutes les disciplines sportives. J'ai vu le président du Comité national olympique et sportif, dans ses ambitions, il a pensé construire un centre olympique où on devrait loger pratiquement toutes les fédérations sportives. Oui. Et l'idée, on l'avait vu également en Algérie. Donc je pense que si le président Kalkaba et son comité exécutif arrivaient, autant pour moi, à réaliser ce rêve, ça commencerait à amortir le choc. Maintenant, il n'y a pas de peuple sans histoire. Je souhaiterais quand même que, quel que soit le côté, la nonchalance administrative de la Fédération camerounaise de boxe, on peut supplier la Fédération, le ministère de la Défense, tant pour moi, afin qu'elle n'efface pas l'histoire du Cameroun. Lorsque vous êtes chez vous, si le ministère de la Défense le voulait vraiment, beaucoup de fédérations sportives se retrouveraient dans la rue. J'en viens. Lorsqu'on ne cite que les meilleurs professeurs, quand vous êtes chez vous à la maison, certainement à 13h, vous suivez le journal de 13h sur TF1,
vous voyez, presque à la fin du journal, c'est comme la page culturelle. On vous dit qu'en 1830, il y a une famille qui était installée ici, elle faisait ci, elle faisait ça. On a préservé le patrimoine par rapport à la postérité. Est-ce que l'État du Cameroun, tenant compte au jour d'aujourd'hui, donc on peut parler des défaillances de l'administration fédérale, est-ce que l'État du Cameroun, pour pérenniser l'histoire, ne peut-il pas, comme il l'a fait sur d'autres chantiers, souvenons-nous quand même que le marché Mbopi, qui est le plus grand marché d'Afrique centrale en termes de flux financiers et tout, est bâti sur le terrain de la gendarmerie nationale. Donc, l'État du Cameroun ou l'armée camerounaise s'est habituée à accorder quand même des espaces aux civils. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un temps soit peu pour dire oui, le terrain nous revient, mais pour continuer à contribuer à l'écriture de l'histoire. Continuer d'écrire l'histoire. On le laisse pour la pratique de la boxe parce que l'armée camerounaise, non, pas l'armée, je veux dire le ministère de la Défense au Cameroun a largement et participe largement au développement sportif du Cameroun. Je souhaiterais, ça c'est une doléance personnelle qui n'a rien à voir avec les cris des autres, que monsieur le ministre s'arrête pour se dire nous avons des clubs, quelle que soit la discipline, nous avons apporté. Il n'y a pas que la FECA Boxe qui se retrouve dehors, la FECA Tir est dehors par rapport au réaménagement des locaux je souhaiterais au ministère de la Défense. C'est une doléance, professeur. Oui, mais les forces armées n'ont pas dit qu'elles vont détruire cette salle. Hein. Cette salle peut-être peut être réaménagée pour la boxe. Pour la boxe des forces armées. Je le souhaite. Oui. Je le souhaite, professeur. Oui, mais moi, je crois que ce qui a été fait, que ce soit pour le réaménagement ou pas, la boxe, la FECA Boxe doit se sentir responsable de ce qui se passe. Le ministère, je dirais peut-être, mais plus la FECA Boxe, parce que c'est elle qui devait transmettre au niveau du ministre ce qu'elle a comme besoin. Alors si les forces armées doivent réaménager ça pour l'histoire, d'accord. Mais pour continuer à abriter la boxe camerounaise tout entière, non. Parlant même également du gymnase, non, parce qu'il faut parfois punir l'enfant pour qu'il comprenne qu'il doit se débattre, il doit se démerder, il doit se débrouiller, il doit évoluer, il doit voler de ses propres ailes. Pourquoi on va toujours aider, donner un organe qui peut s'en sortir avec les moyens que cet organe a. La FECA Boxe a suffisamment de moyens qui lui permettent de trouver un site vraiment qui est à la hauteur de la boxe camerounaise. Je crois. Et ensuite, parlant des gymnases, vous oubliez, la boxe est un sport particulier. Un gymnase ne peut pas abriter une salle de boxe. Non. C'est peut-être temporairement, c'est-à-dire pour un événement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un ring. Le ring, tu ne peux pas le monter, démonter, sans ça, il s'abîme. Donc, il faut concevoir ou alors trouver un site qui appartient uniquement à la fédération. Restons donc sur ces mots du professeur Pierre-René Bignome pour dire que la fédération ou toutes les fédérations sportives civiles nationales devraient chercher à se loger et avoir des infrastructures qui leur sont propres. On va prendre une petite pause et on vous revient. Et on revient pour parler d'autres choses. À présent, on revient au football pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le CAN Total Cameroun 2020 et le Cameroun 2021. Et le Cameroun qui va abriter la compétition doit également préparer les dernières journées éliminatoires de la compétition, 5e et 6e journée. L'entraîneur Antonio Oliveira Conceição avait donc donné il y a quelques jours seulement la liste de 25 joueurs appelés à disputer les rencontres contre le Cap-Vert et contre le Rwanda. Un communiqué qui est arrivé du côté de la France, interdisant tous les joueurs français évoluant dans les sélections nationales à ne jouer que dans l'espace réservé
à l'UEFA une circulaire qui est donc arrivée et qui a donc amené les sélections africaines à revoir leur stratégie. Et dans cet ordre d'idées, notre sélectionneur national, Conceição, a dû revoir sa liste de joueurs. On est passé de 25 joueurs à 26 avec des réaménagements interne, disons-le, pour dire quand même que c'est une décision de la partie française qui ne fait pas du tout plaisir aux fédérations. Pourquoi vous voulez que les Français exposent leur population? Est-ce pour vous faire plaisir? Cessons de crier sur le toit que nous sommes marginalisés, que nous sommes victimes de ci, de ça. Vous me direz qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de professionnels. Je peux vous comprendre. Mais à une certaine époque, lorsqu'on convoquait des joueurs, il y avait 4 ou 5 professionnels qui venaient parce que le championnat était bien structuré et ces joueurs professionnels qui venaient s'endosser sur le reste de l'équipe qui était constituée de joueurs locaux. Et je voudrais vous faire une confidence en vous disant qu'il y a certains professionnels qui arrivaient le vendredi soir, le match se jouant parfois dimanche ou samedi, pour éviter la concurrence, sachant que s'ils viennent aux entraînements, là, ils peuvent être mis de côté par un joueur dit amateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Cameroun a un championnat bien organisé, le Ghana a un championnat local bien organisé et les autres pays africains, on n'aura plus besoin d'être totalement dépendant de nos joueurs de la diaspora. Ça, c'est ce qui est là maintenant. Je parle sous le contrôle d'un homme de science. Vous pensez que la France, l'Italie, l'Angleterre, c'est de gaieté de cœur qu'on met des gens qu'on appelle ça, sous observation lorsque vous sortez de tel ou tel voyage? Ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que les uns et les autres évitent que leur population soit contaminée. La France ne le fait pas parce qu'elle est contre le Cameroun. La France le fait parce qu'elle a besoin de protéger ses populations. Jeudi soir, jeudi 18 mars, on a suivi le Premier ministre et le ministre de la Santé échanger, communiquer avec la population pour dire voici ce qu'il y a. Il y a 16 départements qui sont déjà mis de côté parce que la pandémie arrive. Lorsque vous arrivez à l'ancien supermarché Orca au jour d'aujourd'hui, le 18 mois, je suis passé par là. En tant que parent, j'avais un pincement. Vous avez vu... Comment réagir donc à ce genre de décision? On fait comment pour avoir nos éléments et disputer les éliminatoires comme il se doit? On doit avoir les meilleurs éléments à travers notre championnat. Quand vous regardez un pays comme l'Égypte, l'Égypte ne peut pas être la pleurnichée. L'essentiel des joueurs égyptiens évolue au pays. Et c'est pour ça que quand vous le voyez dans les compétitions de la CAF et autres, ils sont étincelants parce qu'ils ont offert, le professeur parlait, des moyens mis à la disposition. J'allais revenir là-dessus. Allez-y, professeur. Je ne voudrais pas vous interrompre. Oui, donc je veux dire que nos championnats sont mal organisés, n'ont pas de joueurs à la hauteur des attentes. Vous comprenez? Et au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, Edith, essayez de regarder. Je vous donne des statistiques de 2016. Le Cameroun était le plus grand pays exportateur des talents. C'est-à-dire que nous avions 398 footballeurs évoluant dans 88 pays à travers le monde. Où vous les retrouvez, où on retrouvait... Ils sont 398 qui partent, mais combien reviennent? Mais attendez, c'est là où j'en viens. C'est-à-dire un joueur qui a à peine amorti le ballon par le tibia, il est vendu au Bangladesh, il est vendu au Lesotho. Je donne des destinations que vous pouvez vérifier et tout, qui ne sont pas forcément des destinations footballistiques. Parce qu'on leur a dit que non, là-bas, vous aurez 500 000. Et arrivé même là-bas, ces joueurs, pour certains, ne sont plus des footballeurs, deviennent des passeurs de drogue, deviennent de ceci, cela. C'est le Cameroun qui paie. Vous arrivez en France, vous trouvez des joueurs qui pouvaient revenir ici, animer le championnat camerounais. Faisons une comparaison. Quand vous regardez un Brésilien... Monsieur Sando, je vous arrête immédiatement. Oui. Peut-être qu'on va rouvrir ce pan de discussion tout à l'heure. J'aimerais d'abord donner la parole au professeur Pierre-René Bignome qui voulait déjà réagir par rapport aux propos de Sando. Oui, non seulement par rapport aux propos de Sando, mais par rapport à l'interdiction. Parce que je vois le problème dans deux volets. Le premier volet est celui de protéger sa population, c'est vrai. Le deuxième volet est un volet beaucoup plus politique. Je dirais même une façon de nous faire comprendre que
on n'est pas à mesure de dire si le malade est un malade Covid ou le Covid, c'est-à-dire de détecter la maladie comme ça se doit. Puisque si on se faisait confiance sur le plan sanitaire, pourquoi je refuserais que les joueurs viennent vers moi quand je peux faire des tests de dépistage qui sont fiables? Parce que là, c'est la fiabilité du dépistage qui fait problème. Ça, c'est ce qui se passe. Autrement dit, l'UEFA, je veux dire, tous les pays de l'UEFA n'admettent pas ou bien ne trouvent pas fiables les tests que nous pourrons mettre. Et il n'y a que la France qui a réagi comme cela. Les autres pays sont encore d'accord de laisser voyager les leurs. C'est ce que vous pensez? Je vois sur la liste que Antonio Conceição a publiée, il y a encore des joueurs évoluant en Italie, en Russie et autres là, qui sont là. Mais il n'y a que les joueurs français qui ne sont pas là. Ça veut dire que la France n'accepte pas, ne veut pas reconnaître la fiabilité de nos textes, c'est tout. Moi, je vois le problème sur deux volets. Mais les autres l'accepteraient, puisque si j'accepte que un citoyen qui vit chez moi... C'est paradoxal, c'est bien vrai. Bon, je crois que le problème est beaucoup plus ailleurs. Professeur, le problème n'est-il pas au niveau d'une certaine complaisance? Je prends quelques exemples. Le premier, lors du CHAN, on déclare 75% de l'équipe congolaise malade. Et quelques temps après, on se retrouve que ce n'est pas vrai. Donc, cette complaisance ne peut-elle pas aiguiser d'autres choses? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, je m'adresse aux scientifiques qui pourraient mieux nous éclairer, parce que j'avoue ma faiblesse sur ce plan-là. La deuxième préoccupation, nous avons vu un pays comme l'Angleterre, ou même les autres pays européens, quand ils entraient, on vous disait que vous passez 7 semaines, 7 jours d'isolement. On n'a pas dit les pays africains, on a dit d'où que vous venez. On vous met en isolement pendant 1 semaine. Donc ça veut dire carrément, professeur, que les uns prennent le soin de protéger leur population. Et encore que chez nous en Afrique, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a véritablement commencé avec les vaccins? Parce qu'ils tiennent compte également de ceux qui sont vaccinés. C'est un problème politique, c'est un problème politique sanitaire. C'est un problème politique sanitaire. C'est pour ça que je voulais intervenir là-dessus pour dire l'interdiction des joueurs, c'est un problème politique sanitaire. C'est vraiment pas ce que nous pensons, surtout vis-à-vis de la France. Alors, la solution, vous parliez tout à l'heure des joueurs locaux, vous avez cité l'Égypte en exemple, vous avez parlé des clubs ou des pays maghrébins qui n'ont pas ce genre de problème. Mais est-ce que si on mettait l'accent sur l'équipe nationale, sur les locaux, par exemple, les A' que nous avons vu évoluer serait peut-être la première solution, mais est-ce qu'ils pourraient faire face à ce genre de défis? Oui, ils ne peuvent pas faire face aux défis tout simplement parce que ça fait bien longtemps que le championnat ne s'est pas joué. Il y a des rodages, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Le problème, en fait, c'est que nous, journalistes, quand nous arrivons, généralement, nous regardons la performance sportive. Mais nous ne regardons pas les autres activités qui se passent avant d'arriver à la performance sportive. La médecine de sport représente à peu près 50 à 60% de cette performance. Dans cette médecine, vous mettez tout ce que vous mettez et vous ajoutez l'alimentation, donc diététique et tout ce qui comporte. Quel est le plan? Quelles sont les dispositions sur le plan médical, je voudrais dire, qui sont prises pour protéger les joueurs, pour accompagner les sélections nationales ou les clubs? Comme dit mon père Abel Bengué, Makabo Belolo, zéro. Rien n'est pris à ce niveau-là. Maintenant, un joueur qui n'a pas évolué dans les conditions optimales, dont l'alimentation est ceci, le protocole de récupération est presque nul, et tout, vous ne pouvez pas venir, vous êtes journaliste, vous attendez la performance, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, alors qu'il a, maintenant, encore que le SMIC est imposé pour un salaire de 36 000, il n'a même pas pu payer sa chambre de truc, il a laissé sa petite copine enceinte, il a une facture de 18 000, ce qui ne représente peut-être rien pour vous et moi, mais il a une facture de 18 000, une ordonnance qu'il ne peut pas régler, et vous lui demandez de jouer. Quand il court là, il ne voit pas le ballon. Il voit l'ordonnance qui le poursuit partout, il voit le bailleur qui le poursuit partout. Donc il y a une conjonction de faits
qu'il faudrait régler dans l'organisation de notre mouvement sportif afin d'aboutir à la performance. Hier, on était un football totalement amateur, mais les joueurs avaient la chance de travailler qui à la SNEC, qui à la CAMER, qui ici, et ils avaient des revenus largement au-dessus de ce qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, ils avaient des mécènes sans tenir compte de ce que tel joueur a un salaire, on résolvait leurs problèmes, certains étaient logés gratuitement et gracieusement et tout. Donc les joueurs de qui nous attendons la performance ne peuvent pas le faire. Ne peuvent pas le faire sur plusieurs raisons. L'inorganisation ou bien la mauvaise organisation des clubs, et maintenant le tissu économique qui ne permet pas à un certain nombre de choses. Et enfin, les éternels combats qui se passent. Aucun opérateur économique ne peut venir... Vous justifiez grandement peut-être les décisions du sélectionneur qui a, parmi les joueurs qu'il a rappelés dans la liste qu'il a eu à refaire, deux joueurs du terroir. Je ne peux pas justifier la liste de sélectionneurs parce que les sélectionneurs, il peut aussi arriver qu'ils ont un regard. On a pris un gars au Nigeria, par exemple, Fala Kongeb, et bien d'autres qui sont venus des autres championnats africains ou des championnats où on peut voir. Il a suivi, ils ont une liste de joueurs qu'ils ont sur pied. Mais moi, je milite pour ma chapelle. Je milite pour l'usage d'un grand nombre de joueurs locaux. Et j'estime que pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut des agrégats à exploiter. Et ces agrégats-là vont dans un cadre de paix. Rarement, vous verrez des opérateurs économiques, des mécènes qui viendront investir sur les ruines de guerre. Rarement. Bienvenue au football professionnel. Mais le football professionnel, maintenant, parlons-en. Il y a des présidents de clubs qui sont investis, il y a la fédération, il y a l'État du Cameroun, mais tout le monde a investi dans un champ de guerre. Vous avez suivi le président de la Fédération camerounaise de football qui a quand même reconnu que la Fédération camerounaise de football a payé à peu près 963 ou 953 millions pour les affaires juridiques. Vous avez suivi M. Abdourahmane, le contradicteur de la Fédération, qui a dit qu'ils ont dépensé 500 millions pour pouvoir ester l'État ou la Fédération devant le TAS, devant la FIFA, devant le tribunal fédéral suisse. Vous prenez cet argent combiné, ça donne quoi? Ça donne quand même quelque chose pour la bonne santé, pour pouvoir aider le football camerounais. Donc je pense que si les uns et les autres s'arrêtaient un temps soit peu et mettaient de côté leurs armes pour pouvoir penser à la construction, on ne gagnera pas forcément la Coupe du Monde avec les joueurs locaux, mais on ferait quelque chose. Professeur, un joueur comme Zambo Anguissa, je sors par là, madame, Zambo Anguissa a coûté à peu près 25 millions quand il partait du Cameroun. Entre 125 et 125 millions. Quelque temps après, il a été vendu à près de 15 ou 20 milliards que Marseille a bénéficié. Ça veut donc dire que si le championnat camerounais est bien structuré, si les gens sont en paix, on peut produire pas des joueurs... Ça revient à ce que le professeur pas des gens à 20 milliards par rapport à l'organisation, même au niveau de la boxe. On peut produire des joueurs qu'on ne vendra pas directement à 20 milliards, mais tout au moins à 1 milliard. On a ça. Edith, il y a très peu, Canon de Yaoundé avait un partenariat avec l'Ukraine qui rapportait 300 millions. Où sont les autres partenariats aujourd'hui? Parce que personne ne trouve plus en le Cameroun une destination footballistique fiable. C'est à nous de bâtir, c'est à nous de construire, c'est à nous d'attirer les gens de par notre sérieux, de par notre capacité managériale et en intégrant tous les aspects et en mettant les professionnels qui peuvent le faire. Le professeur a parlé des présidents de fédération qui dirigent avec leurs petits amis. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez peur des gens qui vous regardent droit dans les yeux pour vous dire la vérité. Et le mouvement sportif est en train de mourir. Moi, je ne peux donc pas être comptable de ceux qui sont là pour accuser que la France, que l'Italie et tout. Nous sommes responsables. Ce n'est pas une accusation. Nous faisons un constat de ce qui se passe et des aménagements que les sélections sont obligées de faire. Oui, et je ne parle pas de vous. Je parle de ce que l'opinion dit. Et cette opinion, peut-être, ne regarde pas tous les contours de la situation. Nous sommes coupables, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. De ce qui nous arrive. Dans tous les domaines. C'est également votre avis? C'est également mon avis, parce que je suis d'accord avec Sando, parce que tout ce qui nous arrive, nous sommes
les seuls responsables dans tous les domaines. Vous prenez le domaine de la boxe, c'est la même chose. Le domaine du football, je crois que c'est toujours nous qui nous sommes responsables de tous de ces dégâts. Vous prenez le domaine du volleyball, c'est la même chose. C'est-à-dire les dirigeants qui sont manipulables et manipulés et qui se manipulent eux-mêmes. Et oubliant que derrière eux, oubliant d'ailleurs leurs objectifs, oubliant ce qu'ils se sont fixés avant de prendre les rênes de cet organe. Moi, je crois, comme j'ai dit au départ, c'est la fin d'une époque. Parce que désormais, ce que les gens doivent prendre en compte, c'est que désormais, le sport attire également des gens qui n'ont pas seulement des jambes et les pieds, ou bien le thorax bien fait, mais aussi le cerveau bien fait. Ce qui fait qu'ils auront désormais affaire à une jeunesse qui leur posera des questions, qui leur dira non, cette façon de faire ne nous plaît plus, elle est révolue. Faisons désormais de cette manière en intéressant tous les partis qui font évoluer l'organe. Et c'est avec ces propos que nous allons mettre certainement un terme à cette édition de Sport Club. On ne va pas parler de cette liste et des différents réaménagements. Je vais juste terminer en vous demandant, professeur, est-ce que vous trouvez que la situation de la boxe professionnelle au Cameroun est flatteuse? C'est vrai que c'est vous qui êtes à la tête. Ça, moi, elle est vraiment flatteuse. Moi, je crois que la situation de la boxe professionnelle au Cameroun pourra d'ailleurs prendre beaucoup de devant sur le football professionnel. Si jamais nous ne rencontrerons pas des obstacles imaginaires. Merci d'être passé, Sando. L'équipe nationale du Cameroun. Restons confiants pour ce qui est de l'équipe nationale de football masculin, mais le cœur bat, véritablement bas, pour ce qui est de l'équipe nationale féminine. Elle est abandonnée, elle est dans la rue, disons-le. En tout cas, on va dire tout simplement merci d'être passé et d'avoir été avec nous pour ces éclairages. Ça a été un véritable plaisir d'être avec le professeur Pierre-René Bignome, qui est non seulement un grand médecin, on va le dire, c'est un cardiologue, il est un chirurgien cancérologue. Il est également directeur des affaires académiques au niveau de la faculté de médecine de Yaoundé-Nkolondom, mais c'est également un très grand sportif. Il a été footballeur, il a été boxeur amateur et c'est avec plaisir que nous l'avons reçu ici en tant que président de l'association camerounaise de boxe professionnelle pour parler du camp de l'unité et du désarroi des boxeurs. Madame, monsieur, ça a été un plaisir de vous avoir également. On sait que vous nous suivez et on vous donne rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 22h. Bye bye.